Bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 4 vidéos dans lesquelles on va créer un outil qui permet d'organiser des prompts IA de qualité en fonction de plusieurs catégories, de les trier et de les gérer, donc modification ou suppression du prompt. Voici le plan qu'on va suivre. Dans cette première vidéo, on va d'abord créer la landing page sur Figma en suivant toutes les meilleures pratiques et astuces pour aller plus vite et en faisant un prototype simple de notre maquette pour l'animer. Je vais te montrer comment trouver des logos et des icônes rapidement et comment organiser ton Figma proprement pour avoir quelque chose de maintenable et qualitatif. Ensuite, dans une deuxième vidéo, on va créer cette landing page en HTML, CSS dans un tutoriel complet pour la reproduire en code. On fera la version responsive, donc mobile, également. Ensuite, dans une troisième vidéo, on va animer notre landing page en JavaScript pour ajouter de l'interactivité. Et enfin, dans une dernière grosse vidéo, on va passer tout ça sur Next.js, donc on va transformer notre CSS et JavaScript en Tailwind et React pour le front-end, et on va ajouter toute la partie back-end avec l'authentification et l'accès au dashboard qui nous permettra de créer et de gérer nos prompts IA et nos catégories. C'est parti pour la réalisation de la maquette sur Figma. Une fois sur Figma, la première chose à faire, c'est de cliquer ici sur le petit plus Design File. Ça va nous permettre de créer donc notre fichier. Ensuite, ici en haut, on peut le renommer. Ici, je vais l'appeler Prime Prompts. C'est le nom de l'application qu'on va faire. Maintenant, juste là, je peux retrouver toutes mes pages. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule page qui a été créée par défaut au moment où j'ai créé mon fichier, mais avec le petit plus ici, je peux en ajouter. Moi, ce que je vais déjà faire, c'est renommer cette page. Donc ici, elle s'appelle page 1, je peux double-cliquer et je peux l'appeler site, tout simplement. Maintenant, on va commencer à créer notre maquette. Pour ça, c'est très simple. En haut à gauche, juste là, je peux sélectionner Frame. Ou alors, pour aller plus vite, tu peux directement utiliser la touche F de ton clavier pour sélectionner ce raccourci. Alors tu vois que ici à droite, j'ai plein de frames qui apparaissent. Elles sont toutes classées par catégorie. J'ai phone, tablette, desktop, présentation, etc. Nous, on va choisir desktop ici, et on va choisir MacBook Pro 16 pouces. Alors sache que peu importe la frame que tu prends ici, le plus important de toute façon, c'est de prendre une grande frame pour imiter un grand écran. Et de toute façon, on fera le responsive qui s'adaptera donc à toutes les tailles d'écran quand on codera. Donc là, c'est juste pour le design sur un grand écran. Et donc on a choisi ici MacBook Pro 16 pouces parce que c'est assez large. Donc on va pouvoir faire notre design tranquillement. Tu vois que quand j'ai posé ma frame, à gauche, j'ai ma frame qui est apparue ici sur ma page. Je peux la renommer ici avec CTRL R ou alors je peux juste double-cliquer ici. Je vais l'appeler Landing Page. Et tu vois qu'à droite, j'ai plein de choses qui sont apparues. Alors, si tu es nouveau sur Figma, t'en fais pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre par la pratique. Donc tout doucement, tu vas comprendre l'intérêt de tout ce qu'il y a à droite. Alors, pour concevoir ma maquette facilement, je vais avoir besoin de 3 choses essentielles parmi d'autres. Je vais avoir besoin d'un logo, je vais avoir besoin d'icônes et je vais avoir besoin d'une police de caractère. Pour le logo, j'ai trouvé cette ressource, logoipsum.com. Donc tu as 100 logos gratuits ici. Et donc moi j'ai trouvé ce logo qui est sympa. Il suffit de cliquer dessus pour le copier. Je me rends sur ma maquette. Et puis ici, je le colle, juste là. Maintenant, je vais le renommer. Pour le renommer, je fais CTRL R ou alors je double-clique juste là. Et j'écris donc logo, tout simplement. Maintenant, pour les icônes, je vais utiliser Remix Icon. Donc, ce sont des icônes open source. Il y en a presque 3000. Et j'aime beaucoup les icônes qu'ils font. Ils sont vraiment super stylés. Donc, on va utiliser ça. On va piocher là-dedans pour la maquette. Et pour la police de caractère, je vais utiliser Roboto parce qu'elle est simple, lisible et très utilisée. Et en plus de ça, tu peux l'avoir gratuitement sur Google Fonts. Donc, ici, il suffit de faire Get Fonts. Et puis ici, on clique sur Download. Alors, juste une chose, je te mets tout en description. Toutes les ressources que je te montre, je te les mets tous en description. Comme ça, tu as accès à tout directement. Maintenant, je veux ajouter un texte à côté de mon logo. Pour ça, c'est très simple. En haut à gauche, j'ai le T juste là pour ajouter un texte. Ou alors, je peux directement appuyer sur la touche T de mon clavier et j'active ce raccourci. Je vais cliquer quelque part à l'intérieur de ma frame, comme ceci. Et maintenant, je vais écrire Prime Prompts. C'est le nom de l'application. Je peux cliquer sur CTRL et molette avant pour zoomer sur mon texte, pour mieux le voir. Ici, je vais double-cliquer dessus pour tout sélectionner. Et tu vois qu'à droite, parmi tous les paramètres qu'il y a le paramètre texte. Celui-ci me permet donc de manipuler mon texte, le changer comme je veux. Le premier paramètre ici, c'est la police. On a dit qu'on allait choisir Roboto. Donc, j'écris ici Roboto. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le poids que je veux utiliser pour mon texte. Je vais ici choisir Medium. Et le troisième paramètre juste là, c'est la taille. Je vais mettre 22. Parfait, j'ai mon texte ici avec les bons paramètres. Maintenant, j'aimerais associer ce texte-là avec le logo. Mais comment est-ce que je fais ça proprement sur Figma? Eh bien, dans l'idéal,
Et là, écoute bien ce que je vais dire parce que c'est probablement le truc le plus important à comprendre et à connaître sur Figma pour pouvoir faire des maquettes qui sont bien faites. J'aimerais en fait rassembler ces deux-là dans un élément parent, et sur cet élément parent, j'aimerais pouvoir dire « Ah bah, tes enfants, ils vont se comporter comme ceci ». En fait, ça reviendrait exactement à faire une div parente, si tu es développeur, tu fais une div parente entre ces deux divs enfants, et sur cette div parent, tu mets un display à flex. Et comment est-ce que tu fais ça sur Figma? Eh bien, tu sélectionnes tes deux éléments et tu fais majuscule flottante A. Et là, tu viens de créer ce qu'on appelle un bloc auto layout. Et à droite, tu as les paramètres ici pour modifier le comportement des enfants de ce bloc. Donc tu vois ici, je suis en train de dire qu'il y a une flex direction arrow. En gros, ils doivent se comporter en se mettant les uns à côté des autres. Mais je peux très bien dire, eh bien, ils vont se comporter en se mettant les uns en dessous des autres. Et là, ça reviendrait à dire flex direction colonne. Alors, je peux très bien faire aussi un flex wrap à wrap. Et là, si c'est trop petit, ils vont se mettre les uns en dessous des autres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de mettre un flex direction arrow. On veut qu'il soit centré. Et on veut aussi qu'il y ait un gap de 14 pixels entre les deux. Alors, quand j'ai fait ça, tu vois que ici et là, il y a un espace. J'ai pas envie qu'il y ait d'espace, donc je peux double-cliquer. Et là, ça les remet pile poil à la taille du bloc parent. Et maintenant, je peux contrôler également le padding à l'intérieur de ce bloc. Et pour ça, j'ai ici le padding à gauche et à droite que je peux augmenter ou mettre à 0. Et ici, le padding en haut et en bas que je peux augmenter ou mettre à 0 aussi. Et je peux même choisir d'augmenter que le padding en bas ou alors que le padding à droite. En cliquant ici, je peux vraiment choisir quel côté a un padding. Donc voilà, ici c'est comme si j'ai créé donc une div parente et que je lui ai mis un display à flex. Et si tu n'es pas développeur, retiens juste qu'en fait ici j'ai voulu créer un élément parent à ces deux éléments enfants, et on peut mieux le voir ici à gauche. J'ai mon élément parent à l'intérieur duquel il y a mes deux éléments enfants, et ce que j'ai voulu faire, c'est de pouvoir avoir un contrôle sur mes éléments ici, à partir de cet élément-là. Et c'est possible grâce à Auto Layout juste là. Donc là, je vais juste renommer ça en logo, et j'ai maintenant mon logo. Alors maintenant, je dois positionner mon logo sur ma frame. Mais comment je fais ça proprement? Eh bien, je vais sélectionner ma frame, et ici à droite, parmi les paramètres, il y a un paramètre Layout Grid. Ce paramètre va me permettre de créer une grille sur ma frame, et donc de mieux positionner mes éléments. Pour créer la grille, je clique tout simplement sur le petit plus. J'ai ma grille, alors habituellement on ne fonctionne pas avec des grilles mais plutôt avec des colonnes ou des lignes. Ici je vais mettre des colonnes, donc je clique ici sur cette icône et je mets colonne à la place de grille. Donc je vais mettre 12 colonnes, donc c'est pratique, comme ça on peut mettre les éléments soit 3 par 3, soit 4 par 4, soit 2 par 2. Dans le type, je vais mettre center, ça va centrer toutes mes colonnes, et je vais leur donner une largeur de 75 pixels. C'est intéressant parce que du coup la distance entre ici et là, c'est 1120 pixels. Et c'est donc une mesure classique pour les écrans. Maintenant que j'ai créé ma grille, je vais pouvoir positionner mon logo proprement sur cette grille. Et je veux qu'il commence du coup ici en haut à gauche. Alors, où est-ce que je vais le mettre exactement? Ça, je vais te montrer comment on va faire. Pour l'instant, on va créer l'autre côté de la navigation et ensuite on la positionnera parfaitement en haut. Donc c'est parti, ici la touche T pour activer le texte. Ici, je vais écrire connexion. Je vais juste sélectionner mon texte avec CTRL A ou alors je peux juste double-cliquer dessus. Et ici, je vais changer, je vais mettre Regular. Pour la taille du texte, je vais mettre 18. Maintenant, je vais pouvoir zoomer un petit peu ici et je vais utiliser la même astuce que je t'ai montré juste avant. Je vais tout simplement mettre ce morceau de texte dans un bloc auto layout. Comme ceci, Maj A. Et maintenant, il est bien dans un bloc auto layout. Alors, l'intérêt de faire ça pour un texte comme ça, c'est que plutôt que de poser un rectangle et ensuite d'essayer de mettre un texte à l'intérieur, et ensuite de les grouper ensemble, et après d'avoir un contrôle un peu complexe, où quand je vais agrandir ici mon rectangle, eh bien, mon texte ne s'adaptera pas forcément, eh bien, je préfère créer un bloc auto-layout comme ceci, et là, tu vois, si j'agrandis, eh bien, mon texte il sera centré à l'intérieur de ce bloc, et en plus de ça, ce bloc-là, eh bien, en plus de pouvoir manipuler ses enfants, eh bien, je vais pouvoir également lui donner une couleur de fond. Et donc, c'est comme si j'avais un bouton. Tu vois, si par exemple ici je lui donne une couleur de fond comme ceci, bah c'est comme si j'avais un bouton. En plus, je peux aussi lui donner des bordures. Donc, vraiment, utiliser le bloc auto layout, c'est bien plus pratique que d'utiliser un rectangle et de mettre à l'intérieur du texte. Parfait. Donc là, je vais juste revenir un peu en arrière pour avoir le résultat que j'avais créé juste avant. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour le texte essayer prime prompts, comme ceci. Ce texte-là,
je vais le mettre également dans un bloc auto layout. Et ici, je vais juste donner un fond noir ici à mon bloc. Et donc le texte, je vais le passer ici en blanc, comme ceci. Donc je l'ai double-cliqué pour le sélectionner. Et ici, parmi les paramètres, il y a le paramètre Fill qui me permet ici de changer sa couleur. Parfait. Alors ici, il faut que je lui donne également des bordures arrondies. Donc pour ça, parmi les paramètres tout en haut ici, tu as le paramètre pour les bordures. Je vais lui donner des bordures de 10 pixels, comme ceci. Et ensuite, je vais également lui donner des plus grandes marges à droite et à gauche. Donc je vais mettre plutôt 15 pixels à droite et à gauche, comme ceci. Donc maintenant, ce que je veux faire, ça va être de regrouper ces deux éléments de la même manière qu'avant dans un bloc auto layout. Et pour les mêmes raisons. Comme ça, j'ai un meilleur contrôle dessus. Mais avant de faire ça, je vais juste les renommer ici. Ici, je vais appeler ça CTA button. Ça veut juste dire call to action. C'est-à-dire je pousse quelqu'un à cliquer sur ce bouton pour qu'il essaye le produit. Et ce bouton-là, je vais tout simplement l'appeler connection button. Et maintenant que je les ai renommés, je vais pouvoir les sélectionner tous les deux et puis faire majuscule flottante A pour créer un bloc auto layout. Et je vais l'appeler auth. Pourquoi? Parce que ça permet de s'authentifier. Et maintenant, sur ce nouveau bloc, je peux contrôler ces enfants, le bouton de connexion et le call to action. Et donc, je sélectionne bien ce bloc-là que je viens de créer et ici, je vais dire qu'ils sont séparés de 10 pixels. Et maintenant, je peux les positionner sur ma frame comme ceci. Maintenant, je peux associer ces deux ensemble dans un bloc auto layout. Donc tu vois, c'est toujours le même principe. Je sélectionne les deux, comme ceci, et maintenant je fais majuscule flottante A. Ils sont dans le même bloc. Ici, je peux décider de mettre tout au centre. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont toujours alignés au centre, peu importe la taille du bloc. Et ce bloc-là, je vais le renommer en nav, comme ceci. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais créer un nouveau bloc auto layout au-dessus de ce bloc auto layout. Et ce bloc auto layout, je vais l'appeler header. Et le but, c'est que ce nouveau bloc auto layout, il prenne toute la largeur de la page. Hop, hop. Et c'est lui qui va contrôler ici la taille de mon header. Moi, je veux qu'il fasse en hauteur. Donc ici, le petit h qui apparaît à droite, je peux mettre 75 pixels, comme ceci. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux centrer tous les éléments qu'il y a à l'intérieur au centre. Et tu vois, maintenant, j'ai bien ma nav qui est centrée, parfaitement placée par rapport aux colonnes que j'ai créées. Et j'ai ici un autre bloc qui contient cette nav-là et sur lequel je peux avoir un contrôle sur celle-ci. Et je peux également rajouter des bordures en bas sur la longueur du site. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc quand je clique sur le header, ici, je peux scroller en bas et j'ai ici stroke. Donc je fais petit plus. Et maintenant, je peux choisir ici une bordure en bas. Je vais choisir une bordure de 2 pixels. Et ici, pour la couleur, je vais la laisser en noir, mais je vais juste changer l'opacité à 20%. Et là, je peux cliquer sur ma frame et masquer ici les colonnes. Et je vois que j'ai fait ma navbar. Alors parfait, ici je voulais juste te montrer que la nav, elle faisait bien 1120 pixels de largeur. Et maintenant, on va faire le footer. Pour le footer, on va créer donc 3 textes. 2024 Prime Prompts Labs. Je vais juste zoomer un peu, comme ça on voit mieux. Ensuite, j'ai un deuxième texte, mention légale. Et un troisième texte, politique de confidentialité. Donc j'utilise la touche T à chaque fois pour activer le texte. Et maintenant, je vais regrouper ces 3 textes dans un bloc auto layout, encore une fois. Donc je sélectionne les 3, majuscule flottante A, et ils sont dans un bloc auto layout. Je vais juste renommer ce bloc ici auto layout en mention. Ici, je vais venir mettre qu'ils sont tous au centre. Et ici, je vais les séparer juste de 24 pixels, comme ceci. Maintenant, je vais avoir besoin du logo et d'icônes. Pour le logo, je peux comme ça le sélectionner. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je l'ai collé à l'intérieur de la nav, ce qui fait que ça déforme ma nav. Je vais juste le sortir, comme ceci. Et maintenant, je vais le ramener ici. Et je vais aller chercher mes icônes. Pour les icônes, on a dit qu'on allait utiliser Remix Icon. Donc c'est parti. Ici, j'ai besoin de Twitter, donc j'écris Twitter. Ici, je clique dessus et je copie en SVG, comme ceci. Et je colle ici mon logo. Et je fais la même chose pour le reste. Donc c'est parti. Instagram. Copier, coller. C'est parti, on reprend. Je vais faire LinkedIn, Facebook et YouTube et on se retrouve. Voilà qui est fait, donc je t'invite à faire la même chose de ton côté. Donc tu vois, j'ai juste écrit à chaque fois et j'ai cliqué dessus et j'ai copié en SVG et j'ai recollé sur ma frame. Et maintenant, pour chacun de mes logos ici, je vais renommer à chaque fois la frame dans laquelle il est pour avoir les bons noms. Donc ici,
Twitter, ensuite Instagram, etc. Donc là, on se retrouve quand j'aurai fini de renommer. Fais la même chose de ton côté. Voilà qui est fait, et maintenant, je vais vouloir regrouper tous ces éléments dans un bloc auto-layout. C'est toujours la même chose. Donc c'est parti, je sélectionne le tout, et je fais majuscule flottante A. Parfait. Ils sont tous dans mon bloc auto-layout, et maintenant, je vais juste renommer ici la frame en socials, comme ceci. Donc ici, j'ai un bloc auto-layout dans lequel il y a mes éléments, donc je vais pouvoir les contrôler à partir de ce bloc, juste là. Ici, j'ai mes mentions dans un même bloc, pareil, je vais pouvoir les contrôler à partir de ce bloc-là. Et j'ai mon logo ici, qui est dans un bloc également, avec un logo ici et le texte. Parfait, et je peux contrôler tout ça ici. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que le logo et ce bloc-là, donc le bloc qui est là et le bloc qui est là, je veux les rejoindre ensemble dans un bloc auto-layout. Même principe. Donc je sélectionne les deux comme ceci, et je fais majuscule flottante A. Et maintenant, j'ai mon bloc auto-layout que je vais appeler ici footer right, puisque ce sera à droite de mon footer. Ici, je vais juste m'assurer de les centrer au milieu, même si ça ne change rien visuellement, mais si le bloc grandit, on verra qu'ils sont toujours au milieu. Parfait. Maintenant, je veux créer un bloc auto-layout avec ce composant-là et ce composant-là. Donc je dézoome un petit peu, je vais remettre ma grille avant, comme ça je vais pouvoir les positionner proprement sur la grille. Donc ici, je veux que celui-ci il soit parfaitement ici aligné avec la colonne de gauche et celui-ci avec la colonne de droite, la dernière colonne de droite. Et maintenant, je peux sélectionner les deux et les mettre dans un bloc auto-layout. Je vais évidemment les centrer ici, comme ceci. Et maintenant, je vais créer un autre bloc auto-layout, mais avant ça, je vais juste renommer celui-ci en footer container. Et même principe que ce que j'ai fait avec le header ici et la nav, je vais créer un autre bloc auto-layout autour de ce bloc que je vais appeler footer et je vais lui faire prendre toute la largeur, comme ceci. Hop, et hop. Et je veux qu'il fasse 150 pixels. Donc ici dans H, je lui mets 150 pixels, comme ceci. Je vais bien le positionner tout en bas de la page. Et maintenant, je vais pouvoir tout centrer au milieu, comme j'ai fait avec la nav. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir lui donner un fond. Donc ici, je vais lui donner un fond noir. On va plus voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc il va falloir que je change les couleurs des textes. Donc ici, je sélectionne d'abord les mentions, je prends les 3 textes qu'il y a à l'intérieur et je change leur couleur en blanc. Et je sélectionne maintenant ici le logo. Je vais prendre le texte, je vais mettre en blanc. Et pour finir, je vais sélectionner ici les 5 logos qu'il y a à l'intérieur de mes réseaux sociaux et je vais changer la couleur en blanc. Et voilà. Maintenant, on va faire la partie principale de la page. Juste avant, ici, j'ai remarqué que dans mes mentions, je n'utilise pas la bonne police. Donc, je vais sélectionner mes 3 textes et je vais changer ici la police. Je vais mettre Roboto. Et ici, juste, je vais changer la taille à 18 pixels. Donc, ici, ça va décaler un petit peu ma nav, mais c'est pas très grave. Il suffit tout simplement de rediminuer ici l'espace qu'il y a entre les éléments pour que ça fit ici les colonnes. Dans la partie main, je veux un grand texte ici. Donc, c'est parti. Organisez vos prompts IA. Et là, je saute une ligne rapidement, efficacement. Donc là, j'ai besoin de changer ici les propriétés de ce texte. Je vais le mettre à 42 pixels et je vais le mettre en bold, comme ceci. Parfait. Ensuite, je vais avoir besoin d'un sous-titre ici. Donc c'est parti. Ici, je vais mettre une application simple pour gérer et retrouver, je saute une ligne, facilement vos prompts IA, comme ceci. Et là, j'ai besoin également de changer les propriétés. Je vais le repasser à Regular. Et ici, je vais mettre 24, comme ceci. Et je vais centrer le texte avec un Align Center juste là, comme ceci. Et maintenant, avant d'ajouter ces deux-là dans un bloc auto-layout, j'ai aussi besoin du bouton. Donc le bouton ici, je vais juste copier celui qui a déjà ici, le CTA button. Je vais le coller, je vais le sortir d'ici, je le mets juste là. Ici, je vais juste changer le fond en une autre couleur. Ici, je vais choisir cette couleur-là, ce bleu-là. Donc, j'ai ce bleu-là par défaut sur la page parce qu'en fait, il est à l'intérieur de mon logo ici. Donc, Figma l'a automatiquement détecté et l'a ajouté aux couleurs du document. Donc, c'est parti. Maintenant, je peux tout joindre dans un bloc auto-layout. Je sélectionne le tout. Je fais majuscule flottante A. Et maintenant, je veux tout centrer à l'intérieur comme ceci. Et je veux un espace de 24 entre les éléments, comme ceci. Et maintenant, je clique dessus. Et ici, je veux l'aligner horizontalement au centre de la page, comme ceci. Parfait. Ici, je vais juste renommer mon bloc auto-layout en héros.
Et maintenant, on va s'occuper de créer les 3 blocs ici qui vont parler des features de notre application. Pour ça, je vais avoir besoin de 3 icônes sur Remix Icon. Une icône Add, que je vais retrouver juste là. Je la copie comme ceci et je la colle sur mon document. Une icône Sort, de tri, donc je vais prendre celle-ci et je vais copier comme ceci et la coller sur mon document. Et enfin, une icône Command, que je vais prendre juste là. Hop, comme ceci. Parfait, j'ai mes 3 icônes, et maintenant je vais pouvoir ajouter le texte qui correspond à chaque fois pour chaque icône. C'est parti, ici j'ajoute le texte ajout de prompt, j'ai juste changé ici son style, donc je le passe en régular, ici je vais le mettre à 22 pixels, alors je vais plutôt le mettre en médium, et juste en dessous de ce texte, je vais mettre une description, donc je vais mettre ajouter de nouveaux prompts à votre collection en quelques clics, comme ceci. Et là, je vais le changer à 14 pixels et je vais le mettre en régular. Maintenant, ce que j'aimerais ici, c'est agrandir la taille de cette icône. Pour ça, je vais juste cliquer là pour qu'elle garde les mêmes proportions. Et ici, je vais pouvoir l'agrandir comme ceci. Je vais la mettre à 54, comme ceci. Et maintenant que j'ai cette icône ici, je vais pouvoir mettre les 3 ensemble dans un bloc auto layout. Encore une fois. Donc je vais juste décaler un petit peu cette icône-là. Et maintenant que j'ai mon bloc auto layout, je vais pouvoir contrôler les éléments grâce à ces commandes ici. Donc c'est parti, ici je vais les séparer de 16 pixels. Ensuite, je vais bien les mettre comme ceci. Ici, j'ajoute une couleur de fond rouge. Je vais mettre un padding général de 20 pixels, donc à droite et à gauche, et en haut et en bas, comme ceci. Je vais mettre des bordures de 10 pixels, arrondies. Et maintenant, je vais positionner mon élément ici, sur 4 colonnes, comme ceci. Et je vais venir changer ici la couleur de mes éléments en blanc. Donc c'est parti, je sélectionne cet élément-là et cet élément-là, comme ceci. Et je vais changer la couleur en blanc. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire exactement la même chose, mais pour les 2 autres. Je vais juste renommer ça en feature, pour dire fonctionnalité, et ici en icône. Parfait. Et maintenant, je vais dupliquer ça, et je vais venir le mettre là, et je vais changer les couleurs, et les textes, et l'icône. Je t'invite à faire exactement la même chose de ton côté, ça te permettra de t'entraîner, et de pratiquer avec l'outil. Voilà qui est fait. Ici, j'ai donc copié-collé cet élément-là. Je me suis assuré ici de bien les positionner par rapport aux colonnes. J'ai changé les icônes, j'ai changé leur taille également, 54 x 54, et j'ai changé les textes à chaque fois, et les couleurs de fond de mes frames. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est d'assembler ces frames-là ensemble dans un bloc auto layout. Donc je les sélectionne, majuscule flottante A, et je renomme ce nouveau bloc en features. Et maintenant, j'ai toutes mes features à l'intérieur de mon bloc features. Et à partir de ce bloc-là, je peux les contrôler comme ceci. Donc là, j'en ai pas besoin puisque je les ai déjà bien positionnés par rapport à la grille. Par contre, je vais m'assurer qu'ils sont bien au centre ici. Comme ça, si j'agrandis ce bloc-là, il reste au centre. Parfait. Et maintenant, je vais rassembler ces 2 blocs dans un bloc auto layout avec majuscule flottante A. Je vais le renommer ici en main. Je vais lui donner la taille de la fin de la navbar au début du footer. Et je vais tout centrer au milieu, comme ceci. Et je vais augmenter un petit peu ici l'espace entre les éléments. Et voilà. Maintenant, je vais enlever ici la grille, comme ça on voit le résultat de la landing page. Tu as vu que plusieurs fois, j'ai dû copier-coller des éléments. Par exemple, ici, ce logo-là, j'ai dû le copier et le recoller pour le footer. Ou alors ce bouton-là, j'ai dû le copier et le coller ici. J'ai également dû copier-coller les cartes qui sont juste là. Le mieux, en fait, ce serait d'en faire des composants réutilisables que je pourrais facilement glisser-déposer sur mes maquettes. Et comme ça, j'ai une cohérence visuelle de toute mon application. Je peux plus facilement la maintenir en changeant juste des composants et ça va harmonieusement s'appliquer à tous mes composants. Et donc, j'ai une meilleure approche en faisant ça. En plus de ça, je vais pouvoir créer un prototype de ma maquette beaucoup plus facilement. Je m'explique. Ici, si par exemple, je veux faire en sorte que quand on passe la souris sur ce bouton-là, eh bien, le fond de ce bouton change de couleur. J'ai 2 approches. Soit, si j'ai pas de composant, je dois dupliquer ici ma maquette, comme ceci. Ensuite, je dois venir changer ici la couleur de ce composant. On va dire par exemple que je vais mettre une opacité à 50%. Et maintenant, je dois aller en mode prototype ici en haut à droite. Je dois cliquer ici sur ce composant-là. Je dois glisser ici vers cette maquette-là. Et je dois dire que
quand je passe ma souris ici, donc while hovering, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas naviguer à cette nouvelle page. Et tu vas pas le faire en instantané, tu vas le faire avec une animation intelligente, et je vais laisser l'animation intelligente par défaut. Maintenant, si jamais je lance mon mode prototype, ici, tu vois que si je passe ma souris sur le bouton, eh bien, il change bien de couleur. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que je change tout simplement de frame. Donc c'est comme ça qu'on crée des prototypes, mais ça, ce serait la version peu pratique. Je vais te montrer maintenant, si on avait des composants, comment c'est meilleur à gérer sur Figma. Alors, je suis revenu en arrière avec CTRL-Z, donc j'ai retiré la frame que j'avais doublée et j'ai enlevé ici l'animation que j'avais créée. Donc, fais la même chose. Et maintenant, je vais te montrer la deuxième approche. Donc ici, pour créer un composant, c'est super simple. Je clique ici sur mon bouton et je clique ici sur Create Component, en haut de la page. Et voilà, maintenant, c'est un composant. Maintenant, je vais créer une page spécifique dans laquelle je vais mettre mes composants. Je vais l'appeler composant. Et ici, je reviens sur ma page site. Ici, je fais un clic droit sur mon bouton et je vais dans Move to Page, composant. Et maintenant, j'ai déplacé ici mon bouton en tant que composant sur cette page. Maintenant, je dois remettre ce bouton à sa place. Pour faire simple, je peux cliquer juste là, en haut à gauche, et j'ai mes composants que je peux glisser comme ceci. Maintenant, je peux vraiment le remettre à sa place ici, en le déplaçant à l'intérieur, tout en bas. Il y a un raccourci pour ouvrir ici cet outil, c'est Shift-I. Ça me permet d'aller encore plus vite. Shift-I et puis je glisse mon bouton. Maintenant, pour faire la même animation que tout à l'heure, j'ai pas besoin de dupliquer ma frame, mais par contre, je vais avoir besoin de créer un variant à ce bouton. Pour faire ça, c'est super simple, je clique sur le bouton, et ici, j'ai un petit plus, Add Variant. Je clique dessus, et j'ai un deuxième bouton qui apparaît. Alors, c'est un variant, en fait, de mon bouton. J'ai le variant ici, et le variant ici. Je vais juste glisser celui-là au-dessus, parce qu'il est au-dessus visuellement, donc c'est plus simple de se repérer comme ça. Et maintenant, je t'explique très simplement ce qui s'est passé. Donc j'ai deux boutons maintenant, et pour pouvoir les différencier, eh bien, il y a une propriété dessus. Cette propriété, elle est créée par défaut quand j'ai créé le variant, et son nom par défaut, c'est property 1, donc propriété 1, et sa valeur par défaut, c'est default. Et quand on crée un variant, eh bien, c'est toujours la même propriété, mais maintenant, sa valeur, c'est variant 2. Et ces valeurs-là, on peut les changer comme on veut. Donc pour ça, c'est très simple, CTRL-R ici, je vais changer juste le nom de la propriété, on va dire que ça sera l'état. On va dire qu'il y a l'état par défaut, et ici, CTRL-R, pour changer, je vais mettre l'état à over, parce qu'on a passé la souris dessus. Et maintenant, j'ai plus qu'à modifier ce variant-là, je vais changer sa couleur de fond à 50%. Maintenant, j'ai bien l'état par défaut, ça c'est mon bouton quand il est normal, et ça c'est mon bouton quand il est en mode over, donc quand on passe la souris dessus. Maintenant que j'ai donné ces noms-là, j'aurais pu mettre absolument n'importe quoi, mais c'est moi qui ai voulu dire que ça c'est le bouton par défaut et ça c'est le bouton quand il est souligné. Et bien maintenant je dois animer ça pour mon prototype. Pour ça ici je passe en mode prototype. Ici je choisis le bouton, il y a un plus qui apparaît quand je passe ma souris dessus. Je le dirige vers le nouveau bouton et maintenant je fais mon animation ici. Je dis quand on passe la souris dessus, j'aimerais que tu l'animes intelligemment, comme ça il y a une petite animation et c'est pas instantané. Donc maintenant que c'est fait, eh bien, si je repasse sur ma maquette et que je lance le mode prototype, comme ici j'utilise bien un composant, c'était button, le composant, j'ai dit que quand on passait la souris dessus, il allait se transformer en cette variante-là de lui-même, eh bien, quand je vais passer la souris ici, eh bien, il va bel et bien changer de couleur. Et quand j'enlève la souris, il redevient normal. Donc, j'ai le même résultat que tout à l'heure, mais cette fois-ci, en beaucoup plus propre. Maintenant, tu vois ce bouton, il ressemble quand même énormément à ce bouton, si ce n'est que la couleur de fond est différente. Donc, plutôt que de créer un composant de ce bouton-là, comme c'est le même, eh bien, autant créer une variante et différencier ces deux-là avec une autre propriété. Parce que là, j'ai une propriété état, donc ici, qu'on peut voir à default et à over ici. Mais pourquoi ne pas rajouter aussi une autre propriété, donc ici, une propriété par exemple type, que je vais mettre par exemple en secondary. Je vais faire la même chose en bas. Et maintenant, je peux créer par exemple un autre bouton, ou une autre variante de ce bouton. Donc c'est parti, je crée la variante. Je vais juste la déplacer ici à côté. Donc ça c'est vraiment pour des raisons visuelles que je fais ça. Et ce nouveau bouton, eh bien, je vais le différencier par le type. Je vais mettre primary. Et donc là, il est toujours dans l'état default, mais cette fois-ci, il est en type primary. Donc maintenant, je vais juste le changer ici. Je vais mettre la couleur noire, comme celui qu'il y a sur mon site. Et ici, je vais créer un variant de ce bouton. Je vais le positionner comme ceci. Et cette fois-ci, ici, je vais dire que son état
il est à Over. Et maintenant, je vais juste changer ici sa couleur de fond. Je vais mettre ça à 80%, comme ceci. Et maintenant, quand il est en Over, eh bien, je veux qu'il ait ce fond-là. Et donc, tu vois qu'en fait, on peut créer autant de propriétés qu'on veut sur un composant. Le tout, c'est de différencier ses propriétés. Donc là, j'ai bien la propriété état à over et le type à primary, par exemple pour celui-ci. Ici, j'ai l'état à default et le type à primary. Ici, c'est le type secondary et l'état il est à default. Et ici, j'ai oublié de changer, donc là, on va changer. L'état, il est à over et le type, il est à secondary. Maintenant, si je reviens sur mon site, je vois que ici dans la navbar, j'utilise pas un composant bouton. J'utilise celui que j'avais créé avant, dans une frame. Maintenant, moi, j'aimerais utiliser le composant bouton. Et pour faire ça, c'est très simple. Je glisse un bouton quelque part. Et ensuite, ce bouton-là, je vais venir remplacer le bouton qu'il y a ici par ce bouton-là. Donc, je vais supprimer l'ancien. Et maintenant, ce bouton-là, je peux venir cliquer dessus et j'ai les propriétés de ce bouton et je peux changer son type en primary. Et comme ça, je peux même modifier celui-là comme je veux. Je peux le mettre en type primaire, par exemple, ou je peux le repasser en type secondaire. Donc voilà l'intérêt en fait d'avoir des composants comme ça. Maintenant, je veux que dans mon prototype, quand on passe la souris sur ce bouton, eh bien, il passe à cet état-là. Et donc pour ça, je repasse en mode prototype. Tu vois que j'avais créé l'animation entre ce bouton et ce bouton, mais je ne l'ai pas fait entre ce bouton et ce bouton. Donc je vais le faire tout de suite. J'ai le petit plus qui apparaît, je le glisse vers celui-là. Je mets bien while hovering, et ici, je mets bien smart animate. Et maintenant, quand on passera la souris sur celui-ci, il se transformera en celui-ci. Donc c'est parti pour un petit test. J'ai toujours le résultat pour celui-là, et maintenant, j'ai le résultat pour celui-ci. Parfait. Maintenant, je vais te laisser avec un exercice simple. Ça peut paraître compliqué là et ça peut te faire peur parce qu'il y a beaucoup de choses à l'écran, mais c'est tellement facile. En fait, l'idée c'est que ici, tu vois ce que je t'ai montré avec la création des composants, et j'ai fait la même chose, mais avec par exemple le logo. Ici, tu vois, si je clique sur mon logo, tu vois que j'ai créé une propriété, je l'ai appelée couleur ici. J'ai donné ici comme valeur noir et blanc ici, et j'ai juste changé la couleur du texte entre les deux. Ensuite, ici pour les mentions, j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci, j'ai créé ici deux variables. Je t'ai montré comment faire ça. Donc deux propriétés plutôt. Ici, tu vois que j'ai une propriété underline qui est soit à default, soit à none. Et ici, j'ai une autre propriété qui donne le type. Donc ici, on est soit sur ordinateur, soit sur mobile. Et ça m'a permis de créer ici la maquette, mais pour mobile cette fois. Et j'ai fait la même chose ici pour la nav. Tu vois que j'ai créé ici pour la nav, hop, un composant avec le type default ou alors mobile. Et donc ça, c'est le type default et ça, c'est le type mobile. Ce qui me permet après, derrière, quand j'en glisse un ici, hop, de pouvoir très facilement ici sélectionner soit mobile, soit default. Et tu vois, après, je peux le glisser pour l'adapter à ma frame mobile. Donc, je t'invite en fait à faire cet exercice-là. Ça va te pousser à pratiquer concrètement Figma. Et puis, tu vas pouvoir créer des composants à partir de ce qu'on a déjà fait de la maquette. Et puis, de mieux factoriser en quelque sorte ton design. Voilà, alors évidemment, je te laisse un accès à ce Figma en description de la vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir venir ici explorer les composants et voir si tu as bien réussi l'exercice. Et également explorer ici les maquettes pour voir si tu peux les reproduire de ton côté. Et nous, on se dit à la deuxième vidéo dans laquelle je vais traduire cette maquette en code HTML, CSS. À bientôt.